le début, je ne présentais pas mon écran, donc je vous le partage. Petite erreur, je vais pas C'est dire pour de ça que je me suis débutant, posé la question, en fait. mais voilà, on était à l'écran depuis tout à l'heure. Je vous remets rapidement, voilà ici, l'avertissement sur les risques. Et puis, on va démarrer, donc dans un instant. Simplement, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet sur l'analyse technique, je rappelle que nous avons lancé un compte titre chez IG avec 0 frais à l'achat, 0 frais à la vente. Donc, pas de commission ni à l'achat ni à la vente sur l'achat et la vente d'actions et d'ETF sur une sélection de 6000 actions et un peu plus de 2000 ETF. Et actuellement, vous avez donc une offre promotionnelle, une offre de bienvenue avec donc une récompense jusqu'à 150 € en titres offerts sur l'ouverture d'un compte. Vous retrouvez bien sûr tous les détails sur le site internet d'IG. Je vous remettrai d'ailleurs ici dans le chat le lien pour accéder donc à l'ouverture de compte. Et pour ceux qui regardent la vidéo en replay sur YouTube, je vous mets également dans le premier commentaire épinglé le lien pour retrouver donc tous les détails de l'offre IG. Alors, Marc, on va parler donc aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un débutant. On va dire que tous les gens qui nous regardent actuellement sont des débutants. Et donc, on va se poser devant un graphique et tu vas nous aider à analyser un graphique de façon simple, de façon pertinente, d'une façon qui va nous permettre de découvrir une tendance, de découvrir pourquoi pas des opportunités et éventuellement comment gérer un trade, parce qu'on sait qu'aussi, là aussi, l'analyse graphique, ça peut nous permettre de nous donner donc bien sûr des signaux d'achat, des signaux de vente, mais également lorsque l'on est dans le marché, des moments où on va pouvoir vendre la position, de pouvoir calculer un risque-rendement, de pouvoir gérer également son money management. Donc pour ce soir, on a repris une action, parce que pour ceux qui étaient présents il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu un petit incident technique. Le webinaire a coupé, donc on redémarre le webinaire sous une forme un petit peu différente par rapport à la dernière fois, mais on reprend l'action Tesla. Donc Marc, je t'invite à lancer un graphique. Marc utilise la plateforme Pro Realtime qui est disponible donc avec l'offre IG. On pourra peut-être faire des allers-retours également avec mon écran, où je pourrais montrer là aussi sur la plateforme CFD directement les graphiques. Très bien. Alors Marc, je te laisse la main et la parole et on discute tendance dans un premier, une première partie. Alors, avant ça, avant le côté tendance elle-même, on va voir comment on aborde directement l'analyse technique. Et donc, comme tu l'as dit, là, on va vraiment partir de zéro et essayer d'être le plus didactique possible pour que les gens qui nous regardent puissent éventuellement s'identifier ou se dire, bon, voilà, ça m'est un peu utile, je vais voir comment je vais faire quand je me retrouve seul face à mon graphique. Donc là, comme tu l'as dit, nous sommes sur Tesla. Maintenant, une chose importante, c'est volontairement, même si on peut le voir un peu en haut, si on zoome un peu, c'est volontairement que je n'ai pas écrit le nom du sous-jacent parce qu'en analyse technique, c'est le graphe qui nous importe. Et on va faire une analyse sur le graphique, quel que soit le sous-jacent. Et je dirais même quelquefois que c'est mieux d'oublier le sous-jacent pour faire une meilleure analyse technique. Voilà. Parce que, par exemple, si certains d'entre nous, vous, ont un avis sur Tesla qui peut être fondamental, etc., ou autre, cet avis risque de biaiser un peu la qualité de l'analyse technique. Donc, on part sur un graphique et dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle regarder la big picture. Ce que j'appelle la big picture, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre le maximum d'historique possible. Bon, là, sur Tesla, introduction en 2010. Donc voilà, on a 16 ans, 15-16 ans d'historique. Et une fois qu'on a cette big picture, on va essayer de faire un état des lieux de où est-ce qu'on peut en être aujourd'hui. Et pour ça, parfois, où est-ce qu'on en a été avant peut nous être utile. Là, comme on est dans le B.A.B.A., on va essayer d'identifier justement sur ce graphique, donc là, on arrive à ce que tu nous as dit, les tendances. Un marché, il faut savoir… Pardon ? Avant d'aller plus loin, je pense qu'il y a une chose qui est importante à préciser, c'est quelle est l'unité de temps que tu affiches à l'écran ? Alors là, j'ai pris une unité journalière, c'est-à-dire que chaque barre représente une journée. Voilà, si je zoome un peu. Voilà, donc ça, c'est du bar chart. C'est volontaire que je n'ai pas mis les chandeliers, puisque pour moi, c'est un cours de base, là, pour l'instant, et je ne veux pas tromper les gens avec des couleurs différentes. Donc, un bar chart se présente de telle manière. En fait, on a ici, par exemple, un bar chart avec
Pardon. Voilà. Avec ici, on a le cours d'ouverture, le cours de clôture et les mèches qui indiquent les plus hauts et plus bas de la journée. Comme sur un chandelier au final. Comme sur un chandelier, avec une indication en moins qui est celle de la couleur. La couleur d'un chandelier indique si la journée a été haussière ou baissière. Donc ici, on a ce qu'on appelle la big picture, la vision panoramique de l'historique des cours. Comme tu l'as dit, un marché peut être dans deux phases avec un sous-ensemble. La première phase, c'est qu'il veut être en tendance haussière ou baissière. Là, on est plutôt sur un graphique à tendance haussière. La deuxième, c'est qu'il peut être dans ce qu'on appelle soit des ranges, des corrections, des consolidations. Ça a plusieurs termes, mais tous ces termes indiquent un moment où le marché va se respirer, en fait, par rapport à la tendance globale et va soit consolider, soit corriger. Alors, c'est quoi un peu la différence? On va le voir ici. Consolider, c'est un peu plus, tu vois, quelque chose de pas très, très violent. Ça peut prendre du temps, en revanche, mais c'est latéral, c'est-à-dire que ici, c'est typiquement ce qu'on appelle une latéralisation, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte à l'intérieur de laquelle on n'a pas vraiment de tendance. Voilà, on n'évolue pas ni dans un sens ni dans l'autre. On fait des zigzags et on temporise. Alors là, attention, parce que cette temporisation, elle a duré d'octobre 2013 et on en est sorti en novembre 2019. Donc, il faut savoir que à l'intérieur de ça aussi, par la suite, c'est le principe des poupées russes, parce que là, je ne vais pas te dire sur Tesla, entre 2013 et 2019, tu ne fais rien. Okay, mais sur une tendance de long terme, ici, on est vraiment dans une consolidation. Là, en revanche, on est plus dans quelque chose qui ressemblera à une correction. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, on a un peu plus d'amplitude dans la correction. Malgré tout, même si en timing, c'est beaucoup plus court, l'amplitude qu'on aurait ici est quand même supérieure, bon, pas énormément, mais à celle qu'on aura ici dans cette correction. Donc là, c'est plus une correction qu'une latéralisation. Maintenant, ce que je veux montrer par ici, c'est identifier déjà à l'œil si on est en tendance, en correction de tendance. Si on est en tendance, quelle tendance? Donc là, on le voit, on est dans une tendance haussière, bon, c'est pas très compliqué à voir. Et dans cette tendance haussière, on va avoir des mouvements haussiers assez marqués, que j'indique ici, d'accord, avec par la suite, entre les deux, des mouvements de consolidation ou, comme ici, correction. Donc les consolidations, corrections ne vont pas inverser la tendance du marché, ils vont simplement marquer une phase de pause pendant laquelle le marché va respirer. Soit ici, avec des fortes prises de bénéfices, avant à un moment de dire, bon, voilà, de voir les acheteurs qui reviennent un peu contre les vendeurs, soit alors ici, dans une phase plus d'hésitation, où tu vas avoir une espèce de combat permanent entre des acheteurs, des vendeurs, parce qu'il n'y a aucun driver suffisant pour marquer une véritable tendance. Ok, alors Marc, hein, donc si je comprends bien, on a donc on a trois types de phases. On a des tendances haussières, des tendances baissières et des tendances de latéralisation, voire de consolidation. Ici, clairement à l'écran, donc si on prend vraiment la big picture sur plusieurs années, on est donc sur une tendance haussière, puisqu'on voit on part d'un point bas et on arrive sur un point haut. La deuxième étape, on resserre, on ne resserre pas? Comment Alors, la deuxième étape, tout va dépendre évidemment Est-ce que déjà sur ce graphe, on trace quelque chose ou pas du tout? Oui, alors déjà, maintenant, on va passer à la seconde phase et après, on va expliquer quand même certaines choses. D'abord, et je reviendrai après justement sur des choses plus anciennes, mais pour l'instant, on a dit qu'on verrait ça après. Donc, on a parlé de support et de résistance, d'accord? Donc, ici, on pourrait voir, enfin, on ne pourrait pas voir, il existe ici une résistance, etc. Mais comme tu l'as dit, on a réservé une petite surprise, entre guillemets, disons un petit bonus qu'on présentera tout à l'heure, donc on reviendra là-dessus. Maintenant, support-résistance. Donc, c'est quoi support-résistance? Comme leur nom l'indique, un support va être une zone technique qui va supporter le marché, c'est-à-dire un point d'appui sur lequel le marché va s'appuyer, justement, pardon, un point d'appui, et pour maintenir justement une tendance haussière. Inversement, une résistance va être un point de résistance, donc un point qui, lui, va contenir l'évolution du marché à la hausse et va montrer une zone difficile, entre guillemets, à franchir et sur laquelle il faudra faire attention. D'accord? Donc, ici, par exemple, comment on les identifie? Voilà. Alors là, pour les identifier, déjà, on va voir un petit peu que, justement, tu disais, bon, esthétique entre guillemets pour les nuls, mais ce n'est pas des nuls, mais je veux dire pour ceux qui débutent ou qui s'y intéressent, on va voir que visuellement, déjà, on peut
sans avoir fait, comme moi, 25 ans dans les techniques et tout. On peut repérer des choses, donc des droites de tendance. Et là, ici, notamment, on en voit une, plus ou moins aisément, et on voit ici que le marché trouve sur cette droite un point de résistance qu'il a un peu du mal à franchir. On voit aussi autre chose chez nous, ce qu'on appelle la baisse du momentum. D'accord ? La baisse du momentum, et ça on l'identifie, c'est que ici et là, on a des vagues de hausse précises et nettes. Et là, on est en train de, si tu veux, d'avoir une hausse très poussive, dont on ne sait pas encore, d'ailleurs, si elle va donner suite à une accélération ou si, pour l'instant, elle va au contraire poursuivre, voilà, donc repartir un peu vers le bas et poursuivre une phase de latéralisation, comme on avait, puisque là, on a quasiment une résistance. Voilà, on est presque dans une boîte, vu qu'on a une résistance quasi horizontale. Voilà, est-ce que là, pour l'instant, ici, comme ici, on n'est pas encore vraiment dans une tendance marquée. D'accord là, oui. là, on a vu donc des résistances, puisqu'on Oui. a vu que les cours avaient du mal à aller au-delà de ces sommets. Oui. À l'inverse, est-ce que tu peux nous dessiner ou nous tracer des supports? Et comment on trace Non. un support? Non, non, je ne peux pas. Alors, oui, bien sûr. Donc, autre chose qu'il faut savoir d'important, parce que des gens me disent, voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, il y a des gens qui me disent, bon, bah voilà, je te donne un exemple. Ah, bah là, j'ai un support, d'accord ah, bah là, ici, tac, j'ai une résistance. Bon, pourquoi je dis faire attention Christophe, tu as fait des maths. Il faut combien de points pour déterminer une droite en géométrie 2. Voilà, 2 points. Donc, par 2 points passe toujours une droite. C'est ce qu'on apprend en géométrie. Donc, il ne faut pas, à chaque fois qu'on a 2 points, se dire là, j'ai un support, j'ai une résistance. En revanche, quand on est analyste technique, on va à chaque fois essayer de repérer des points, donc des sommets. Par exemple, ici, typiquement, pour être dans du concret. D'accord ? On va voir. Donc, on va se mettre dans du concret. On va faire comme si Tesla n'était pas encore, on n'était pas encore arrivé là au jour d'aujourd'hui. Mais on est, voilà, disons qu'on a fait la présentation mars de l'année dernière. Bon. Là, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire, je vois que j'ai 2 sommets ici, si tu veux, et que ces sommets, bon, ils sont presque de même niveau. Bon, ce n'est pas tout à fait un double top. Donc, je vais m'amuser, entre guillemets, à tracer une droite. Là, je fais mon analyse technique, tout comme j'aurais pu très bien tracer une droite là. Et après, par la suite, voir ce que vont faire les cours. Si je vois qu'à un moment, un support, une droite de support ou de résistance marque un 3e point, donc de butée ou de rebond, à partir de là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'autant par 2 points passe toujours une droite, par 3 points, passe pas toujours une droite, au contraire. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on définit un support et une résistance. Et là, on voit effectivement, tu vois, je l'ai tracé comme si on était en mars, et on aurait vu aujourd'hui que lorsqu'on est arrivé ici sur les points hauts de décembre dernier, donc de fin 2025, les marchés n'ont pas réussi à s'affranchir de ce niveau. Donc là, on est légitime aujourd'hui à envisager ici une oblique de résistance. En bas, en revanche, c'est un peu facile parce qu'on a 2 points. Donc, on pourrait très bien se dire, là, on a une droite de support, peut-être que là, on a une droite de support, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas un point supplémentaire qui va venir être testé, on ne pourra pas véritablement envisager ici de zone de support. Ok, alors ça, oui. Justement, Marc, pour rebondir sur le support, donc là, Oui. en effet, on a une résistance plutôt claire. En effet, on passe par 3 points. Oui. Elle est légèrement oblique. Oui. Maintenant, au niveau du support, est-ce qu'on a l'obligation d'avoir un support oblique? Non, pas du tout. Les supports peuvent être hauts. Alors, un support, c'est une zone, une horizontale, d'accord pardon, une droite, pas une horizontale, qui va supporter les cours. Cette droite peut être horizontale, justement, pardon. Elle peut être pentue un petit peu Oblique. comme ici, ou elle peut l'être peut-être davantage, comme on en aurait peut-être eu une ici. Et bon, ça va devenir aussi intéressant. Voilà, comme ici. Bon, là, on pouvait un petit peu plus identifier une zone du support. Alors, c'est vrai aussi que parfois les gens disent oui, mais je ne comprends pas parce que ici, bon, on peut de temps en temps essayer justement d'essayer de chercher la droite de support la plus légitime. Et ici, on se dit, bon, voilà, si on avait fait pareil notre analyse avant, là, on aurait identifié une zone de support. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de 3 points d'appui, on en a même ici. Tu vois, on est en bougie journalière, donc là, on a peut-être 3-4 jours, on a rebondi dessus. Là, on est venu rebondir dessus. Ici, qu'est-ce que ça nous indique ? Parce qu'on ce qu'on va voir, c'est que nous, en analyse technique, les bons analystes techniques savent que plus tu identifies une zone de résistance forte ou une zone de support forte, les cassures de ces zones, très souvent, vont engendrer un mouvement. Donc, une cassure d'un support va engendrer un potentiel de baisse et une cassure de résistance va engendrer un potentiel de hausse. Ici, donc déjà, dans un premier temps, tu vois, de façon très basique, on peut déjà se dire que Tesla, là, tout de suite, à court terme, ce n'est pas forcément très engageant. D'accord ?
Et qu'importe, hein, qu'importe le Nasdaq, la conjoncture technologique, parce qu'on a cassé un support important, d'accord, qu'on a fait une tentative ici, j'allais dire, de rebond qui est tout de suite avortée, et que voilà, pour l'instant, tant qu'on n'est pas au moins repassé au-dessus de ce support, on va rester très prudent. Parce qu'on a tapé cette oblique de résistance, on a enfoncé ici un support qui était quand même intéressant, et à court terme, là, on va effectivement rester prudent parce qu'il n'y a aucun signe haussier très engageant. Alors, on va peut-être un peu vite là, Marc. Oui. Revenons sur la big picture. Donc, tu as tracé une résistance là en haut. Oui. Repartons du graphique de base. Donc, ici, toujours en daily. Oui. Est-ce qu'on trace un support là quelque part? Est-ce que ça vaut la peine de tracer un support à un moment ou à un autre? Alors ici, après, tu essayes à l'œil nu parce que là encore, tu vois, c'est ça qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin tu peux avoir fait n'importe quel métier, tu peux repérer des points et te dire à l'œil nu, tiens, est-ce que là, je n'ai pas l'impression d'avoir peut-être 3 points qui ne sont pas loin. Effectivement, on les voit à l'œil. Après, on verra tout à l'heure la notion de canal. Là, on a bien 3 points, donc un support. Maintenant, ce support-là, il a été, si tu veux tester, donc c'est-à-dire que la droite par lesquelles passaient ces 2 points bas a bien servi de support ici. Par la suite, en revanche, les cours sont partis à la hausse et donc ce support, il n'a plus eu lieu d'être à partir de ce moment-là. Tu vois, on est parti très haut et pour l'instant, on en est très très loin. Il faut espérer pour Elon Musk et pour les autres qu'importe qu'on ne va pas revenir à $20 sur Tesla. Bon, ici, en revanche, maintenant, on est sur cette résistance-là. Pour l'instant, elle est au contraire toujours d'actualité. D'accord ? Maintenant, il y a autre chose que je veux dire ici d'intéressant, et après, je te laisse la parole si ça te semble un peu trop rapide ou pas assez clair. C'est que maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a identifié du coup ? On a identifié à la fois une droite de support ici, qui a été enfoncée, et on a notre résistance ici. On verra par la suite que quand on enfonce un support, et on le verra quand on regardera à la fin justement les overlaps, ou qu'on dépasse une résistance, ces zones-là peuvent devenir par alternance, ce qu'on appelle en pullback, une zone de résistance, puis une zone de support. Je m'explique. Attention, là, tu commences à utiliser des gros mots, là. Hein. Pullback. Oui, alors justement, je m'explique. OK. J'explique justement. Je dis d'abord le jargon et après je l'explique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone de support, là, on l'a enfoncée. Donc, ça veut dire qu'a priori, ce qu'on appelle le pullback, quand on va revenir, si jamais on revient, peut-être que là, Tesla va faire ça. Hein. Techniquement, ce n'est pas du tout impossible. Mais au cas où on imaginerait que les cours se reprennent à un moment ou à un autre, à chaque fois qu'ils vont revenir vers ici, on va faire attention. Pourquoi? Parce que ce support-là, maintenant qu'il a été enfoncé, va plus ou moins légitimement, et on va le voir tout à l'heure sur une autre oblique, devenir une résistance potentielle. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Il peut se passer que voilà, les cours tergiversent et qu'à un moment, on arrive à repasser au-dessus de ça. Ça sera un premier signal intéressant. Pour autant, une fois qu'on a dépassé cette balise, que l'on appellera une balise, il faudra par la suite faire attention à la balise suivante. En revanche, si on dépasse les 2 balises, là, on a véritablement, autrement dit, moi, si je passe vraiment au-dessus de cette droite-là, je me positionne acheteur sur Tesla sans trop d'hésitation. Et après, on verra tout à l'heure en termes de money management ce que ça veut dire. Oui, je t'écoute. Mais on va revenir, j'insiste, hein, on revient sur le… Là, on est en 1 heure, parce que d'ailleurs, j'ai eu une question ici dans le chat, c'est l'analyse hebdomadaire est-elle plus pertinente que l'analyse journalière? Là, pour l'instant, on est en vue, donc en bougie journalière. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu places quand même le graphique en bougie, si tu veux bien, Marc. Oui, bien sûr. Plutôt qu'en bar charts. Je fais tout ce que tu veux. Je sais qu'une grande majorité d'investisseurs a plutôt l'habitude de voir en effet la partie chandelier japonais plutôt que bar charts. Mais je voudrais revenir sur cette première partie où on voit le graphe en big picture et on va petit à petit le dézoomer, plutôt le zoomer en revenant sur du 1 jour. On va passer sous le 1 jour, on va passer par exemple sur du 4 heures, sur du 1 heure. Mais ce que je voulais, c'est est-ce qu'on continue à tracer des choses sur la partie 1 jour? Ou est-ce qu'on peut passer directement ensuite sur des unités de temps plus basses? Alors, est-ce que de support et de résistance. Tu veux dire, est-ce que quand tu fais une analyse, tu fais ça, ou est-ce que tu veux que maintenant on change d'unité de temps? C'est pas pareil. En fait, en gros, pour la faire entre guillemets courte, à chaque fois que tu vas regarder un graphique dans une unité de temps, il faudra toujours faire attention à l'unité de temps surtout supérieure. D'accord?
Après, tu vas me dire, mais quelle unité de temps tu vas employer? L'unité de temps, idéalement, elle est en fonction de ton horizon de trading ou de gestion, parce que tu peux faire du trading ou de la gestion à plus long terme. Donc, si jamais tu as un trader intraday, c'est-à-dire qui va prendre des positions uniquement dans la journée, là, tu vas regarder des graphiques en 10 minutes, en 5 minutes, etc. Et tu vas descendre à l'intérieur de ce qu'on appelle, nous, les poupées russes. Pourquoi? Parce que là, si tu veux, si je te mets le graphique ici, je le resserre, et là, il est en journalier, d'accord? Je vais te le mettre, comme tu m'as dit, en 4 heures, par exemple. D'accord? On va le passer en 4 heures ici. Tu vois bien que quand je le passe en 4 heures sur la big picture, tu ne vois pas vraiment de différence. Là, je l'ai passé en 4 heures. Là, je vais le remettre en journalier pour que tu vois à l'œil nu. Bon, on n'a pas une grosse différence. Maintenant, et donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une question qui me dit, est-ce que c'est plus efficace de le regarder dans telle ou telle unité de temps? Sur l'analyse technique, tu peux faire un graphique sur n'importe quelle unité de temps. Maintenant, plus l'unité de temps est importante, plus l'analyse technique va être efficace. C'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas efficace dans une unité de temps inférieure. Donc, moi, je regarde du journalier parce qu'en timing, je suis ce qu'on appelle un swing trader. C'est-à-dire que je vais prendre des positions qui vont durer entre quelques jours, quelques semaines, maximum quelques mois, si vraiment je suis dans justement une phase de temporisation. Donc, je vais regarder si je résume, Marc, donc plus on va réduire notre exposition dans le marché en termes de temps et plus on va faire de l'analyse sur des unités de temps courtes, par exemple sur du 1 heure, sur du 4 heures, le grand maximum si on fait de l'intraday, et plus on va aller sur de l'investissement plutôt que du trading, on va plutôt cette fois-ci aller donc sur des unités de temps plutôt longues, comme ce que tu nous montres ici à l'écran, donc sur une journée, sur le 1 jour, pardon. Donc, si concrètement, on prend ce graphique, on a une résistance là-haut, on a un support qui est oblique. Est-ce que ça ne vaut pas le coup justement de tracer un support horizontal là, dans ce cadre-là? Tu veux dire… Si je zoome un peu le graphique là, sur la dernière période, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'ajouter quelque chose au niveau horizontal? Alors, en termes de support, ici? Oui, en termes de support. Pour avoir un support horizontal, il faudrait que tu aies des points horizontaux qui soient… Justement, là où tu es, est-ce que ce n'est pas un support là? À court terme, ici, on a effectivement 3 points, d'accord, par laquelle passe la droite. Bon, on voit qu'on a aussi des points de contact ici par le passé, ce qui peut être une indication supplémentaire. Donc là, à court terme, on a un support identifié ici, qui est effectivement assez net et presque horizontal. Tu m'as dit horizontal, il est quasiment horizontal autour des 388. Donc là, ça veut dire, d'un point de vue technique, autre information. Si jamais effectivement on enfonce ce support, ça va ouvrir la voie à un potentiel de baisse toujours proportionnel un petit peu, si tu veux. Donc là, on est parti sur un support qui est de un peu moins long terme, même s'il est intéressant. Donc si on passe en dessous, ça veut dire qu'on va ouvrir la voie à un potentiel de baisse qui peut nous ramener à minima vers les 340. D'accord? Ok. Alors, si je résume, si on reprend, si tu veux, les étapes vraiment pour reprendre un petit peu cette cinématique du trader débutant qui souhaite faire une analyse technique comme ça, on voit que c'est donc très visuel. Là, on est plutôt sur une tendance de long terme qui est haussière, puisqu'on l'a vu, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts, même si ça a tendance un petit peu à se tasser. On a vu qu'on a des séquences de hausse, des séquences de baisse, des séquences de latéralisation. Là, ici, tu nous as tracé donc une résistance. Donc, c'est ce qu'on a en haut. C'est une zone que les cours ont du mal à franchir, ou en tout cas une zone sur laquelle les cours ont tendance à rebondir. On a également tracé des supports. Donc, support en bas. Donc là, un support horizontal mais également un support oblique. Et en gros, ça, c'est notre carte, un petit peu notre carte routière. Oui. La carte… ou le terrain en quelque sorte sur lequel on va pouvoir opérer, sur lequel on pose des balises. Oui, c'est ça. Le terme de balise, c'est exactement ça. Parce que moi, j'entends souvent des gens qui disent oui, alors analyse technique, c'est marrant, tu dis si j'enfonce là, je vais là, si je dépasse là, je vais là. Mais c'est exactement ça. Mon job, c'est ça aujourd'hui, c'est de me dire voilà, je mets des balises et je sais que si telle balise est enfoncée, je m'offre un potentiel de baisse intéressant. Si telle balise est dépassée, je m'offre un potentiel de hausse intéressant. Quand je suis entre deux balises et que les cours ne sont pas clairs, je ne fais rien. D'accord ? C'est un peu ça le propre de mon métier. Et après, en fonction
du timing de trading que j'ai. Donc, intraday, je vais regarder des unités de temps inférieures. Si je fais du swing comme moi, je vais regarder d'abord le daily. Après, si je fais de la gestion et tout, je vais regarder plutôt des graphes weekly et les confirmer parfois par du monthly. Si je me dis, tiens, je vais acheter une valeur dans mon portefeuille, je vais mettre dans mon PEA et je vais l'oublier pendant X années. Donc, weekly pour semaine et bien sûr monthly pour des graphiques mensuels, pour parler français. Oui. Alors, par rapport à ça, dans la littérature de l'analyse graphique, on a des indicateurs, puisque là, pour l'instant, on a juste tracé les droites sur le graphe. On voit que c'est plutôt assez facile et assez aisé. C'est très visuel au final, mais il existe des indicateurs. Alors, l'indicateur qu'on retrouve… D'abord, je vais juste, excuse-moi, Vas-y. Parole, mais on avait plus ou moins, on avait parlé, toi et moi, on avait décidé d'un peu plus ou moins d'un plan de route. Donc, une dernière chose avant de te montrer les indicateurs, on avait parlé, donc tu peux avoir un support, tu peux avoir une résistance. Parfois, ce support et cette résistance vont être parallèles, d'accord? Donc, deux droites parallèles forment ce qu'on appelle, nous, un canal. Donc, de temps en temps, tu peux avoir des canaux, d'accord, qui vont enfermer tes cours. Ça aussi, ça peut être très utile. Parce que ça peut te permettre d'avoir une borne haute, une borne basse et d'essayer de voir ce que tu peux faire par rapport à ça. Donc là, je voulais juste te montrer un exemple de canal, parce qu'on avait dit qu'on essaierait de montrer un petit peu. Et après, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui d'expliquer comment, à chaque fois, identifier un canal. Parce que, voilà, comme on a décidé de montrer le maximum de choses, on va essayer, parfois, on va être obligé de passer un peu plus vite. Donc ici, si tu veux, on a une forme de canal avec une oblique de résistance, même si elle est un peu moins franche que l'oblique de support ici. Mais cette latéralisation-là, cette phase de consolidation a eu lieu à l'intérieur d'un canal. Et tu vois que ce que je te disais tout à l'heure, c'est les cassures de support de résistance importantes engendrent une accélération. D'accord ? Ici, on a quand même le pic du Covid. Bon, ce n'est pas pour autant qu'on va se dire que ça va remettre en cause toute notre analyse technique. Ça montre juste, ça légitimise juste l'accélération baissière qu'il y a eu derrière. Covid oblige, mais on voit que par la suite, le potentiel offert de hausse offert par la sortie du canal a été efficace, puisqu'on est arrivé à minima ici. Bon. Juste pour aller vite, je suis désolé pour ceux qui nous regardent, parce qu'ils comprendront qu'on ne peut pas s'attarder sur chaque figure chartiste, mais l'objectif minimal de sortie d'un canal, c'est le report de la largeur du canal au point de sortie. Donc là, on voit que l'objectif minimal a été largement atteint. Et après, on a d'autres moyens de calculer des objectifs, mais on n'aura jamais le temps d'envisager tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc là, je voulais juste montrer ça. Donc, support, résistance, qui peuvent être horizontaux ou obliques, comme ici. Là, on a un canal qui est légèrement oblique. Et donc, un canal, c'est à la fois une droite de support, à la fois une droite de résistance parallèle, à l'intérieur desquelles les cours évoluent. Quand tu as un canal quasi horizontal comme ici, tu es typiquement dans une latéralisation. Forcément, puisqu'il est quasiment horizontal, ça veut dire qu'il n'a pas de tendance. Après, tu peux avoir des canaux haussiers, ou des canaux baissiers. Ok. Alors, justement, par rapport à ces, je dirais, ces tracés sur le graphique, on peut donc utiliser des indicateurs mathématiques également, qui sont très populaires dans la littérature de l'analyse graphique. Et on parle notamment des moyennes mobiles. Oui. Alors, toi, je sais que tu n'es pas un grand fan des moyennes mobiles. Non. Et qu'une grande majorité quand même des investisseurs utilisent ces moyennes mobiles, parce qu'il y a aussi souvent un phénomène d'autoréalisation quelque part dans le marché, parce qu'on a quand même un aspect psychologique aussi sur le marché. Alors l'analyse technique, c'est exactement ce que tu dis, entre autres. Bon, je fais une toute petite parenthèse. Bon, de toute façon, les gens qui sont là sont intéressés, donc c'est pas, on va pas dire que c'est des détracteurs, mais l'analyse technique, englobe, si tu veux, une partie très psychologique des intervenants de marché. Et comme tu dis, la question, est-ce que ça marche parce que les gens le regardent, ou est-ce que les gens le regardent parce que ça marche? Donc ce phénomène d'autoréalisation, il existe. Et à la limite, la réponse à la question, tu t'en fiches à partir du moment que ça marche, justement. Voilà. Et je dis ça parce que moi, à la base, et je sais qu'il y a des gens qui le sont certainement, et que, j'allais dire, c'est pas un signe, entre guillemets, d'intelligence, mais à la base, j'étais très cartésien, moi. Et me dire que j'allais pouvoir anticiper des évolutions de cours, donc avec des réalités derrière économiques, une entreprise, une matière première, etc., uniquement en regardant les graphiques, ça me semblait complètement improbable. Pourtant, ça fait 25 ans que je le fais.
Si ça ne marchait pas, je ne serais plus là aujourd'hui. Et même à titre personnel, hein, parce qu'on va être très, très transparent, et mes clients le savent parce que moi, je peux mettre à disposition, on ne me l'a pas encore demandé, mais le portefeuille qu'on a, nous, en interne, et ben, ça nous permet quand même de gagner de l'argent. Donc forcément, ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, oui, tu parlais des moyennes mobiles. Moyennes mobiles. Oui, alors c'est vrai que tu as raison, c'est populaire, beaucoup de gens en parlent et les gens, voilà. Donc effectivement, tu parles d'autoréalisation. C'est vrai que des zones que les gens regardent. On rappelle hein, ce qu'est une moyenne mobile. Alors, la moyenne oui, mobile, il y a plusieurs c'est une représentation des cours. Il y a plusieurs moyennes mobiles, en effet. Il y a plusieurs manières de calculer la moyenne mobile. Mais pour faire simple, la moyenne mobile simple, c'est juste la moyenne des 50 derniers cours, des 200 derniers cours ou éventuellement des… Voilà, c'est une moyenne arithmétique simple et qui représente donc point par point également la moyenne d'une période qu'on va déterminer, soit donc des 50 derniers cours, des 20 derniers cours, des 200 derniers cours. Donc, si on reprend sur les 200 derniers cours, on aura donc une moyenne mobile longue, donc en gros une tendance de fond plutôt large, alors que si on prend une moyenne mobile courte, par exemple sur 20 périodes, on aura donc une tendance, en effet, la tendance sur les 20 dernières périodes, et c'est ce qui nous permet donc de coller au cours. Alors, justement, il y a là aussi différentes manières de les aborder, les moyennes mobiles, parce que alors, en général, c'est un indicateur de tendance, c'est-à-dire que ça nous permet de suivre une tendance. Si on est au-dessus, on est plutôt sur une tendance haussière. Si on est en dessous de la moyenne mobile, on est sur une tendance baissière. Ça, c'est si on travaille sur une seule moyenne mobile, mais il y a aussi la possibilité de travailler sur des croisements de moyennes mobiles. Alors là, encore une fois, je suis, enfin désolé, non, mais on va devoir faire quand même condenser. Donc, comme tu l'as dit, une moyenne mobile va être une moyenne, comme son l'indique, d'un certain nombre de périodes donc précédentes au moment où tu fais ta moyenne. Là, on est sur un graphique journalier et on a mis à l'écran, bon volontairement, mais après je vais expliquer, une moyenne mobile à 50 unités ici. Donc, comme on est sur une unité journalière, cette moyenne mobile représente la moyenne des 50 derniers jours. Si j'étais sur une unité hebdomadaire, ça représenterait la moyenne des 50 dernières semaines. D'accord ? Attention. Ici, on a une moyenne mobile 20, donc une moyenne mobile des 20 derniers jours de cotation. Hein, d'accord ? Donc, là, ici, on a mis en place ces deux moyennes mobiles. Comment, tu l'as dit, de façon très basique, hein, comment aborder les moyennes mobiles ? Comme tu l'as dit, essayer de voir si on est au-dessus, en dessous, est-ce que c'est révélateur pour la tendance du marché, hein, ça c'est très important. Et ensuite, observer les croisements, d'accord, de ces moyennes pour voir si ces croisements vont engendrer justement des retournements de tendance. Ici, par exemple, on va voir que dans toute cette partie-là, bon, on voit que ce n'est pas très, très pertinent. Pourquoi ? Parce que le marché a perdu du momentum, parce que du coup, forcément, dans des phases d'hésitation, tes moyennes mobiles vont très souvent se croiser. Et là, ça peut te mettre dans le flou et donc ça devient moins pertinent. Ici, en revanche, si je m'intéresse un peu plus à ici, on va voir ça ensemble, effectivement, j'ai quelque chose qui peut devenir intéressant à plusieurs niveaux. Donc, forcément, quand tu as une moyenne mobile de courte période et une moyenne mobile de plus longue période, celle qui est de courte période, de plus courte période, est censée être pas essence, et va être au-dessus de la précédente quand tu vas être dans un marché haussier, et elle va repasser en dessous quand tu vas être dans un marché plutôt baissier. Ici, on va observer ce qu'on appelle les croisements de moyenne mobile. D'accord ? Donc, on va s'intéresser juste au cours à partir de là. Donc, je vais te mettre des indications. Voilà. Ici, si tu veux, on a eu un croisement de moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile à la hausse, puisqu'on voit que notre moyenne mobile à 20 périodes est repassée au-dessus. Et là où ici c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'à tant que cette moyenne mobile à 20 périodes est restée au-dessus de la précédente, on a quand même marqué une tendance haussière. D'accord ? Ici, dans cette partie-là, tu vois que la moyenne à 20, d'accord, est toujours au-dessus de la précédente, mais tu vois que les cours, eux, commencent à hésiter, à repasser, alors qu'ici, ils ne le faisaient pas, en dessous de ta première moyenne mobile. Là, ça indique un signal de prudence et une vraie perte de momentum du marché. Ça n'indique pas forcément un mouvement baissier à venir, plus important. En revanche, le croisement des moyennes mobiles, comme celui qu'on avait vu ici à la hausse, donc le croisement des moyennes mobiles à la baisse, quand ta moyenne mobile de 20 périodes passe en dessous de la moyenne de 50 périodes, a engendré, ici, à partir de là, un signal baissier
que tu as bien observé sur tes cours. D'accord? Rebelote ici, tu te retrouves dans la même phase qu'ici, avec une zone d'hésitation. D'accord? Tu vois ici que les cours n'arrivent pas à trancher. Et à partir du moment où ils ont tranché, c'est-à-dire qu'ils ont décidé là de matérialiser à nouveau le croisement des moyennes mobiles, tu vois à nouveau que effectivement, tu as eu une petite accélération haussière qui a été marquée. Voilà. Donc ici, là, on a montré des exemples où c'était efficace et où ça pouvait effectivement donner une indication. Maintenant, et ça c'est très important, hein, dans tout ce que tu vas regarder techniquement au niveau des indicateurs, c'est important de faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire ce qu'on appelle un backtesting. Hein. Donc, un backtesting, là je vais expliquer parce que tu vas me dire oui, c'est du jargon. Ça veut dire regarder backtesting, c'est-à-dire regarder dans le passé ce qui a fonctionné pour savoir si tu peux t'y fier dans le présent et donc dans le futur. Okay, on va voir tout à l'heure sur un RSI que c'est très facile et ça peut être très efficace de faire ce backtesting, mais toujours faire un backtesting. Pourquoi? Parce que tu peux mettre des moyennes mobiles et te dire tiens, là j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Okay, parce que, je sais pas, à court terme, j'ai l'impression que… Et après, tu regardes si sur du plus long terme, elle fonctionne. Si tu vois qu'elle fonctionne sur du long terme, tu peux te dire il y a des chances qu'elle fonctionne là aujourd'hui. En revanche, si tu vois que sur le plus long terme, elle est très hésitante, bon, tu fais attention. Donc ici, on voit que petite précision, Marc, tu as enlevé sur le graphique les droites de tendance que l'on avait indiquées tout à l'heure, les supports et les résistances. D'accord. C'était pour pouvoir se concentrer sur les choses qu'on regarde et pas mettre un truc trop fouillis, mais après, par la suite, on pourra les ressortir. D'accord? Mais ici, si tu veux, c'est juste pour te dire que là, à partir de là, vu le manque de momentum, tu le vois à l'œil nu, que tes moyennes mobiles, elles sont plus très efficaces. D'accord? Parce que pourquoi ma question sur le fait d'avoir enlevé les supports et les résistances, c'est-à-dire qu'on peut faire un mix aussi entre les deux. Oui. C'est-à-dire mix entre justement peut-être un croisement de moyenne mobile, observer justement un support, une résistance et pouvoir reprendre en quelque sorte notre carte routière des marchés et voir à quoi on en est. Oui, alors par exemple, ici, on va juste montrer un petit exemple du mix dont tu parles. Et les mix, donc les confluences de points, sont effectivement en analyse technique très importants. Ça veut dire quoi, une confluence de points? Ça veut dire qu'à un même niveau, et on va le voir tout à l'heure, hein, je vais te le montrer quand on regardera le drapeau. Oui, j'espère qu'on aura le temps, mais oui, on va accélérer un petit peu. Quand un même point, un même niveau, d'accord, correspond à plusieurs données techniques différentes, ce niveau va avoir une force, une probabilité plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un niveau qui va être à la fois un support, peut-être, on ne va pas avoir le temps de le regarder, un ratio de Fibonacci, peut-être une zone de croisement de moyenne mobile, peut-être une base de canal ou un gap. Bon, tout ça, cumulé, plus ça va être cumulé, plus ça va devenir intéressant. Ici, juste pour appuyer graphiquement ce que tu nous as dit, on a ici, à plus court terme, on avait une petite zone de support ici, d'accord? Et je te la trace parce que ici, tu avais une résistance et nous, ça dessine ce qu'on appelle un wedge, c'est-à-dire une figure à l'intérieur desquelles les cours, tu vois, marquent une zone d'essoufflement après une tendance haussière. Et la cassure de ce wedge ici a engendré un signal de baisse important. Effectivement, tu pouvais envisager ici d'avoir, et je vais faire exprès de te supprimer ça pour arriver à le voir de façon un peu plus cohérente. Tu peux avoir ici une petite déjà conjonction de points, puisque tu avais à la fois ta sortie de wedge ici, qui a été très rapidement suivie par ton croisement de moyenne mobile, donc qui va te donner une deuxième indication, si tu veux, de potentielle accélération baissière. D'accord? Si tu veux être encore plus précis et regarder de plus près, si tu veux, ici, tu vois, dans mon cercle, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, parce que moi, mon écran est grand, mais cette bougie-là, ici, tu vois, la petite bougie rouge, elle a marqué un gap ici. Tu vois, le gap, on le voit ici. Donc ça, c'est le petit gap, c'est le trou de cotation qu'on a eu entre là et là. C'est-à-dire que les cours ont ouvert ici beaucoup plus bas qu'ils n'avaient fermé la veille. Et ce gap-là a matérialisé la sortie du wedge, ici, d'accord? Par la suite, le croisement. Donc, tu as ici le gap, la cassure du wedge, donc du support d'abord, et par la suite, ici, ce qu'on verra tout à l'heure, tu vois ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire que cette zone ici de support qui a été cassée a servi dès le lendemain de zone de résistance ici, puisque les cours n'ont pas réussi, malgré une bougie verte haussière, à repasser au-dessus. Donc, ils ont failli, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une nouvelle zone de résistance ici sur la droite de support. Et là, pour le coup, on voit que derrière, l'accélération a été marquée. Et ce qu'on appelle ici le pullback est très souvent un signe d'augmentation de la probabilité de ton scénario. Ça, c'est très important parce que quand on fait un investissement, tu le sais, Christophe, on fait de la probabilité. Personne n'a aujourd'hui les moyens de savoir à 100% qu'un investissement va être fiable. Sinon, on se met tous dessus, on met tous notre maison dessus, et là, on perd tous nos abonnés parce qu'ils vont partir chacun sur une île déserte.
les pieds en éventail, d'accord? Donc, la probabilité, c'est quoi? C'est qu'on va essayer, par des sources d'information, d'avoir le maximum de probabilité d'avoir raison sur un scénario. Ces sources peuvent être fondamentales, peuvent être quantitatives, donc beaucoup plus mathématiques, ou peuvent être graphiques, comme chez nous, techniques. Voilà. Donc, nous, on sait qu'en analyse technique, quand on est un bon analyste technique, on sait que certaines configurations vont marquer une probabilité plus forte. Cassure de support ou de résistance importante, accélération dans un sens ou dans l'autre. Sortie de figure, sortie de canal, sortie de wedge comme ici. On va voir un triangle, un drapeau. J'espère qu'on aura le temps de les voir parce que c'est très intéressant. Alors, justement, Marc, on va revenir sur la big picture à nouveau. Si tu peux dézoomer un peu, donc, et éventuellement nous retracer rapidement des zones de support et des zones de résistance pour avoir justement cette confluence entre les différents indicateurs et les différents tracés. On a une question dans le chat, linéaire versus exponentiel au niveau des moyennes mobiles. Oui. Alors ça, déjà, on va expliquer rapidement ce que c'est. Très bonne question. Et on va expliquer quelle est ma réponse. Donc, si tu veux, quand tu regardes un graphique, tu as deux options. Soit tu le regardes en linéaire, soit tu le regardes en logarithmique. D'accord? Exponentiel, ce qu'il appelle exponentiel, c'est logarithmique. Non, mais concernant les moyennes mobiles, le calcul des moyennes mobiles. Ah, pardon, j'avais pas compris. Ah oui, pardon. Moi, personnellement, je prends les exponentiels. D'accord? Et c'est quoi la différence, justement? Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que tu vas tenir compte à un moment, justement, de l'échelle logarithmique ou de l'échelle linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois ici sur Tesla, on le voit. Est-ce que vous arrivez à voir ici l'axe que j'ai, l'axe des prix? Okay. Est-ce que tu le vois, Christophe, là, avec les prix qui sont indiqués? D'accord. Donc là, ce qui prouve que je suis sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire que tu vas voir qu'un même écart ici, tu vois, en amplitude, ne va pas forcément marquer un même écart en prix. Ici, par exemple, j'ai 5 $ d'écart et je vois que sur l'échelle suivante, les 5 $ vont être un peu plus petites, etc. Bon, pourquoi? Parce qu'on va lisser le graphique en fonction justement de cet écart. Plus la valeur va être volatile, d'accord, plus tu peux avoir un risque de différence entre logarithmique et linéaire qui va être important. Mais ça, pour moi, en tant qu'analyste et par expérience, je n'utilise que des échelles logarithmiques. Ça ne veut pas dire que c'est absolument ce qu'il faut faire. Je sais que pour tout ce qui est figure, droite, canaux, c'est beaucoup plus efficace. En revanche, si tu veux vraiment… Pour répondre rapidement à la question sur linéaire versus exponentiel, c'est qu'en réalité, les dernières données ont plus d'importance dans le calcul de la moyenne mobile que les données anciennes. C'est-à-dire que si vous prenez une période sur 20 périodes, on va dire les 5 dernières auront plus d'importance que les 15 précédentes. Elles seront justement exponentielles. Voilà. Donc, chaque période ne va pas avoir exactement le même poids dans la représentation le calcul de la moyenne. Voilà. Exactement. Mais là, je pense qu'on est en train de perdre quelques personnes. La personne qui a posé la question doit être un peu plus aguerrie. Mais si on veut rester vraiment sur le b.a.-ba, là, on rentre dans le complexe. Parce qu'après, je vais te dire une dernière chose. Tu peux également t'amuser, entre guillemets. Il y a des gens qui ont fait ça, même qui ont développé des outils comme ça, à te dire, voilà, je regarde un graphique, et je fais un simulateur de moyenne mobile. C'est-à-dire que je vais mettre, maintenant, tu sais très bien qu'on a des outils, l'intelligence artificielle et ça, etc., qui permettent de faire des calculs assez rapides. Donc, tu te mets un logiciel, tu te dis, voilà, moi, je vais essayer de simuler mon trading dans le passé en jouant tous les croisements de moyenne mobile. D'accord? Ton logiciel va tourner avec moyenne mobile, quand je te dis tous, tu le mets de 20 à 100, par exemple, il va te faire la 20, la 21, la 22, etc. Et il va te simuler tous les croisements et il va te sortir à la fin, sur le graphe que tu regardes, le croisement le plus efficace. Et il va te dire, sur ce graphe, si tu veux avoir le plus souvent raison dans ton trade, si tu achètes le croisement de moyenne mobile, je te dis complètement au hasard, Christophe, 23,48, c'est là que tu vas avoir le meilleur potentiel sur ce croisement-là. D'accord? Donc, c'est pour te dire qu'après, tu peux, dans chaque domaine que tu vas regarder, tu peux faire énormément de différentes stratégies, voilà, en sachant qu'il n'y en aura aucune qui sera magique. Donc, il faut essayer toi-même de t'accaparer ton analyse technique, la confronter à la réalité du marché et voir où sont ses points faibles. On se reconcentre sur l'essentiel, Marc. Oui. Donc, on a vu les moyennes mobiles, on a vu donc le fait de déterminer la tendance, de mettre des supports, des résistances. On voulait parler aussi d'un indicateur qui est assez populaire, voire même très populaire, c'est le RSI. Oui. Alors, qu'est-ce que le RSI?
Alors, on va regarder ça également, parce que tu vois, j'aimerais vraiment, Christophe, qu'on puisse voir les 3-4 autres choses, que là, il nous reste à peine un quart d'heure. Ouais. Donc, ça va être un peu tendu. Alors, le RSI, je l'avais caché ici, je te le mets ici. Donc, rapidement, hein, parce que je pense que… On le voit pas bien à l'écran, hein. Si, Ah, c'est tu le bon. vois pas? Non, c'est bon, c'est Là, bon, c'est bon. vous le voyez ici? Bon, je Ouais, peux ouais. l'agrandir encore un petit peu si tu veux. Voilà. Bon, alors ça, c'est le RSI. Alors, qu'est-ce que le RSI? Tu as des indicateurs, effectivement, mathématiques qui ont été mis en place, qui ont été testés, éprouvés, etc. Donc, le RSI, c'est, parmi les indicateurs, c'est ce qu'on appelle un oscillateur, c'est-à-dire qu'il va être borné. Donc, il va évoluer entre 0 et 100. OK. Pour expliquer rapidement, hein, la façon dont c'est configuré, par défaut, les RSI sont pris sur 14 périodes. Tu vois, ici, il y a marqué RSI 14. Ça veut dire que ça va être la moyenne des 14 dernières périodes à chaque fois qui vont être prises. Un RSI, c'est Relative Strength Index en anglais, ça veut dire indication de force relative du marché. Pour faire très, très vite, et je suis désolé, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer sur ce qu'on avait prévu, le RSI, il a plusieurs moyens d'être abordé. Là, on a dit qu'on allait rester sur le basique. Donc, le basique, c'est d'observer ce qu'on appelle les zones de surachat et les zones de survente. Zone de surachat, ton RSI, il est borné entre 0 et 100. Il va avoir une borne de surachat autour des 70, une borne de survente autour des 30. Quand tu vas être sur des zones de survente, on va les indiquer ici, d'accord? Ça peut indiquer que le marché arrive sur des points bas et inversement, quand tu vas être sur des zones de surachat, ça peut indiquer que ton marché arrive sur des zones de résistance. Maintenant, là, c'est très important, le RSI, il faut le backtester pour ne pas tomber dans le piège. Donc, le backtester, c'est regarder si tes bornes de surachat, de survente fonctionnent dans le passé pour savoir si tu vas pouvoir t'y fier aujourd'hui et donc dans le futur. Donc, on va le faire ensemble. On va d'abord regarder les zones de survente. Donc, je vais mettre si je veux le Oui. résumer de façon très basique, quand on est en zone de survente, ça veut dire qu'on a peut-être éventuellement un signal d'achat. Et quand on est en zone de surachat, ça vaut peut-être le coup, pas forcément d'acheter, mais d'être attentif au marché ou éventuellement, si on fait de la vente à découvert du short, à ce moment-là, de pouvoir anticiper une baisse. De façon très basique, hein, si on Oui, regarde alors très basique, mais attention, oui, mais alors là, c'est ce que j'allais te montrer en faisant un backtesting. Donc, le backtesting, on va le faire ensemble. Ici, dans ce premier rond, j'ai une zone de survente. Je regarde à l'équivalent de mon rond si ça a matérialisé un point bas avec un retournement. Oui, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que ici, mon RSI commence à être vraiment survendu et mon marché a décidé de repartir à la hausse. D'accord? Deuxième zone ici, pour l'instant, je m'intéresse juste à la survente. Hein. Je vois que ici, mon RSI a commencé à être survendu et je vois effectivement que le marché est reparti. D'accord? Et donc, je vais regarder comme ça, je vais m'amuser entre guillemets à regarder chaque zone de survente ici sur le RSI pour voir si elle va à chaque fois matérialiser effectivement des points de contact baissier avec des retournements. D'accord? Donc là, tu as envie de te dire oui, c'est assez efficace puisque là, les ronds, je les ai matérialisés par des flèches ici. On voit bien que ça indique des points bas. D'accord? Attention, pourquoi attention, Christophe? Parce que regardons ici, si on veut s'intéresser à ce qu'on a là, en zoomant un petit peu, tu vois ce cercle-là, là, ici, que je t'ai mis là, d'accord? Pour le montrer autrement, je vais le faire dans un rectangle. Là, il peut être piégeux. Pourquoi? Parce que c'est facile après coup de dire oui, effectivement, on a ce point bas-là qui a été matérialisé. Mais si on veut être très honnête, si on était en temps réel, on aurait déjà identifié une zone de survente ici, qui correspond à celle qu'on pouvait avoir dans les phases précédentes. Or, là, mon marché n'a pas du tout, tu vois, marqué un signe de reprise haussière. Donc, on aurait pu se faire piéger. Mais c'est intéressant parce qu'on l'a dit, toi et moi, en préparant cette présentation, que le but ici, pour les gens qui nous suivent, c'est pas de leur dire qu'on a de la magie entre les mains. C'est de leur dire, attention, il n'y a pas 100% de réussite, quoi qu'on regarde. Donc ici, par exemple, on aurait eu un piège, ce que nous, on appellerait un bull trap, c'est-à-dire un signal haussier sur le RSI qui n'a pas été matérialisé sur les cours. Si on, justement, tu vois, ici, c'est un bon exemple puisqu'on a la moyenne mobile, les deux moyennes mobiles là, qui sont représentées. On voit que malgré le fait qu'en effet, on est sur un RSI qui nous donne plutôt un signal d'achat, les moyennes mobiles, elles, ne donnent pas de signal d'achat puisqu'on voit que les cours sont toujours en dessous des moyennes mobiles. Et elles n'ont pas non plus recroisé dans l'autre sens. Donc, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important là aussi de ne pas se fier forcément qu'à un seul indicateur ou un seul tracé, mais bien d'essayer de repérer des confluences, des zones de confluence, et donc de confirmation en quelque sorte de plusieurs indicateurs ou de plusieurs informations qui se recoupent en quelque sorte dans le marché et qui puissent nous donner donc un
un signal un peu plus puissant. Bon, on a parlé de choses basiques. Il y a un élément que tu utilises beaucoup sur l'analyse graphique, et ça, je sais que ça te tient à cœur, Oui, qui est donc l'overlap. oui. Alors moi, l'overlap, quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en regardant d'un petit peu plus près, je me suis aperçu qu'en effet, c'était un outil qui était quand même pas mal, très visuel d'ailleurs, très Oui, très simple à visuel. poser sur un graphique. Et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors là, juste Christophe, hein, on se parle entre toi et moi avant. J'avais parlé d'un drapeau, d'un triangle. Je ne pense pas là que dans le timing, on aura le temps de les montrer. Ouais, on Dommage. n'aura pas le temps. Et c'est mieux, je Peut-être qu'on pense, de laissera une autre parler fois. du. Ça, on pourra faire de toute façon sur des configurations graphiques un peu plus techniques ou un peu plus compliquées. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire également. D'accord. Bon, alors c'est un peu dommage que Là, on c'était reste pas vraiment compliqué. sur des choses. D'accord. Alors là, On est je vais te vraiment montrer. le débutant de A à Z, hein. Donc là, on a D'accord. vu Alors comment repérer une tendance. avant de regarder tout de suite l'overlap, on va regarder, parce qu'un overlap, si tu veux, c'est une borne de polarité. D'accord. Donc d'abord, je vais montrer rapidement ce que c'est qu'une borne de polarité. Ça va être très intéressant. Et après, rapidement, hein, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais tout de suite aborder l'overlap. Et tu m'as dit que ce serait peut-être intéressant pour ceux qui nous regardent d'aller voir un exemple qu'on a eu très pertinent sur les indices américains après la fameuse baisse engendrée par les taxes douanières que Trump avait mis en place. Donc ici, je vais te montrer une borne de polarité. D'accord. Et on va essayer de voir ensemble ce que c'est et on va voir que c'est assez facile à identifier. Donc, une borne de polarité, tu l'as ici, c'est-à-dire c'est une oblique, d'accord, avec ce que j'appelle le pullback. Et on va voir que cette oblique-là a été une borne de résistance importante. Tu sais, par 2 points passe toujours une droite. Là, j'ai un 3e point. Donc, ça devient une zone de résistance intéressante. Là, à nouveau, je canne dessus. Bon, là, je ne canne pas dessus, mais je vois que je m'en approche et je n'arrive pas à accélérer. À partir de là, j'ai un premier signal ici, d'accord. Ce signal, Christophe, c'est un faux signal. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a dit qu'on verra en termes de money management. Ça veut dire quoi en termes de money management? J'ai identifié une oblique de résistance importante. Le jour où je la dépasse, franchement, comme ici, je me dis c'est un signal haussier intéressant. Là, je me suis fait avoir. Bah, c'est pas grave, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un money management entre guillemets intelligent. Pourquoi? Pertinent. Parce que je me suis dit, je vais me mettre à la hausse. Si j'ai raison, j'ai un potentiel de hausse qui va être très conséquent, d'accord? Puisque je franchis une résistance importante. Si j'ai tort, je vais placer un stop. Donc, toujours dans le money management, mettre un plan de trading, point d'entrée, objectif, stop de sécurité, c'est-à-dire un point à partir duquel j'estime que je me suis trompé et je n'ai pas envie de tolérer une baisse trop importante, un risque trop important. Ici, ton stop, tu vas le mettre en dessous de la droite. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à partir du moment où tu reviens sous cette droite, ton signal n'était pas bon. Donc là, on aura acheté, on aura attendu de passer vraiment sous la droite, et quand on est vraiment passé sous la droite, on sera sorti. Donc on aura ce qu'on appelle encaissé notre perte. On s'est dit, on s'est trompé. Ok, c'est pas grave. C'est ça aussi le trading. À chaque fois, on aurait pu avoir raison 10 fois pour se tromper une fois. Rebelote ici, je repasse au-dessus de ma zone ici. Donc je me dis, tiens, peut-être que cette fois sera la bonne. Je me repositionne à l'achat ici. D'accord. Là, c'est très important. Je prends le temps parce que c'est important, intéressant à la fois. Donc je me positionne à l'achat ici et je fais très attention à ma droite. Je mets mon stop en dessous de ma droite parce qu'à nouveau, si je reviens sous ma droite, je vais me dire que je me suis trompé. Or là, tu vois que ici, dans ce cercle-là, on a quelque chose de très intéressant. C'est quoi? C'est le fameux pullback. C'est-à-dire que cette résistance-là est devenue support, d'accord? Que par la suite, mes cours ont marqué à nouveau une accélération. Autrement dit, moi, ce que je fais dans mon trading, quand je le fais en perso, parce que sur les turbos, je n'ai pas le temps de le faire pour mes clients parce que c'est trop complexe. Mais ici, j'achète ici, d'accord? Et quand je vois que j'ai un pullback derrière, je me renforce parce que je passe d'une probabilité de 7 sur 10 à une probabilité de 8, 9 sur 10 d'avoir raison. Et je vois par la suite que pour le coup, ma deuxième cassure a été effectivement celle qui aura été valable, puisque j'ai marqué une véritable accélération. Et t'imagines ici, Christophe, ton risque, ton stop, il est là, d'accord? J'achète ici et je mets mon stop ici. Donc ça, c'est mon risque. C'est l'amplitude de mon risque. D'accord? Mon reward, lui, il a été énorme. D'accord? En revanche, on ne va pas se mentir, on n'est pas des traders magiciens. Le type qui te dit oui, alors moi j'ai acheté là, j'ai revendu là, non. Mais nous, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait mis un stop suiveur avec une tolérance à la hausse. Et soit on aurait été stoppé ici, ce qui était déjà très bien, parce qu'on s'est dit tiens, j'ai mis un stop suiveur, j'ai été enfoncé. Ou alors, au pire, on aurait été forcément stoppé ici. Donc, tu vois que tu as un reward qui est quand même beaucoup plus important que ton risque. Et c'est ça le money management. Et on s'est servi pour ça uniquement de l'analyse technique, avec de façon très basique,
la cassure d'une droite de résistance qui n'a pas marché la première fois, mais qui a été très efficace la deuxième. Okay, pour finir, la borne de polarité. Ça oui. Aussi, on pourra le revoir lors d'un prochain webinaire. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire, notamment comment gérer le risque uniquement, enfin en tout cas en grande partie avec l'analyse technique. Voilà. Et donc ici, pour finir, ta borne de polarité, c'est là qu'elle se matérialise. Et tu vois bien que ta résistance ici, voilà, est devenue support à partir de là, là et là. Donc, c'est ce qu'on appelle une borne de polarité. Une borne de polarité, des pôles. Donc, quand tu es sur le pôle positif ici, bah, ça marque une zone de résistance. Quand tu passes de l'autre côté du pôle, bah, ça marque une zone de support. Donc, c'est le propre. Et un overlap, je ne sais pas si on a le temps de le montrer, si tu veux qu'on le montre parce qu'il est presque 20 heures. On peut le montrer. C'est une borne de polarité horizontale. Donc, ça fait partie de l'ensemble des bornes de polarité avec une particularité, c'est qu'elle va être horizontale. Donc, c'est des sous-ensembles en termes mathématiques. On va en montrer un quand même sur Tesla pour voir qu'on peut en voir sur beaucoup de graphiques, parce que tu sais que ça fait partie des niveaux que j'affectionne. Et après, on va regarder de façon beaucoup plus pertinente ce qu'on a eu sur les indices lors du mini-crack des droits douanes. Il y a un webinaire d'ailleurs dans la playlist sur YouTube. Sur les overlaps. Sur les overlaps qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. En même temps, je réponds à différentes questions. Là, le stop suiveur est-il disponible sur la plateforme IG? La réponse est oui. Je suis désolé, j'aurais pas la possibilité de répondre à toutes les questions, parce qu'il y a pas mal de questions. De toute façon, le replay sera disponible dès demain sur la plateforme YouTube, sur la chaîne IG. Vous recevrez d'ailleurs un lien avec l'adresse du replay. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. S'il y a des questions pour Marc, je passerai les questions à Marc directement. Et n'hésitez pas également à nous proposer différents sujets qui vous intéressent, sur lesquels on pourra là aussi développer de prochains webinaires. Allez, pour terminer, Marc, on parle de l'overlap, horizontal, et qui est un petit peu ton dada en termes d'analyse. Ça fait partie des points que je trouve les plus forts et que j'utilise très souvent. Donc ici, on va faire rapidement sur Tesla pour montrer quand même que ça peut fonctionner. J'ai encadré, pendant que tu parlais, pour gagner du temps, ici la zone de résistance qu'on voit très clairement. D'accord ? Et à partir du moment déjà où cette zone de résistance a été dépassée, tu vois l'accélération que tu as eue. Ça, c'est très typique. On avait ça sur l'or. Le or, pendant très longtemps, était backé par les 2075 $ l'once. Et là, je n'ai pas besoin de le dire à tous ceux qui suivent un peu les marchés. Les métaux précieux ont explosé. Et l'or, à partir du dépassement de cette forte résistance qui avait duré pendant plusieurs années, a marqué une accélération très nette, comme on peut le voir ici. Par la suite, lorsque les cours sont venus consolider, même si là, on a quand même une petite cassure, on ne va pas se mentir, mais quand même, tu vois que la zone ici qui correspondait à la résistance, c'est la zone qui est venue ici arrêter le marché. Et pour autant, là, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même l'impact du Covid. Tu te rends compte que même après un impact de Covid, tu peux avoir des indications techniques, comme sur les 3600 sur le CAC, qui ont fonctionné. Pour être beaucoup plus efficace visuellement, on va, avant de terminer, regarder ce qui s'est passé sur les indices majeurs américains au moment où Trump avait d'abord déclaré la sortie des droits de douane, puis, de façon magique, mais on ne va pas faire de commentaires, a décidé d'un seul coup de les suspendre. D'accord ? Ce qui a engendré un rebond de marché très conséquent. Donc là, je vais mettre mon graphe nu volontairement et on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un overlap? Tu vois ici, Christophe, successivement, là je te le montre sur le S&P, après on ira plus vite sur les autres indices. Tu vois ici que tu as successivement des zones de hausse, des phases de hausse, d'accord, qui sont interrompues par des phases de correction, sans interrompre et changer la tendance. Très bien. L'overlap, c'est quoi? L'overlap, c'est un niveau de borne de polarité horizontale. Donc, à chaque fois que tu vas avoir un point haut, tu vas tracer un horizontal dessus et tu vas voir si, une fois que ce point haut est dépassé, il peut venir jouer le rôle de support après avoir joué le rôle de résistance. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, je vais te montrer là, l'accélération baissière qui avait été engendrée au moment de la déclaration, notamment de la mise en place des droits de douane par Donald Trump. Et ici, le rebond très violent qu'il y a eu, donc ça s'appelle un V-bottom ici, donc une forme de V, au moment où le fameux président américain a dit bah non, finalement, je vais les suspendre. D'accord? Donc, il nous a fait un petit zigzag ici, machin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme indication lors de cette chute pour se dire, tiens, peut-être que j'arrive sur un point intéressant, alors que quand même, il faut se souvenir que là, je suis sur un graphique hebdomadaire, d'accord? Donc, ici, chaque bougie représente une semaine. Donc, tu imagines un peu la durée de la chute qu'on avait là, avant de repartir vers le haut. Tu vois, là, par exemple, tes moyennes mobiles, elles n'auraient pas été très, très efficaces. On est quand même bien passé en dessous ici.
En revanche, tu vois mon overlap que je trace ici, là, Christophe, donc le point haut que j'avais ici précédemment, voilà, donc on va se le mettre comme ça. Donc ce point haut-là est venu jouer le rôle de support ici, de façon très précise, au moment où les marchés sont repartis à la hausse. Alors là, je suis désolé, mais je le vois là sur le S&P. Après, je vais te le montrer ici. Donc, de la même manière, donc maintenant, je fais exprès d'aller un peu plus vite parce qu'on va déborder sinon. Et hop. On a débordé. Hein. Voilà, on a débordé, mais ce n'est pas grave, ceux qui veulent partir partent. Donc ici, tu vois de la même manière sur le Dow Jones. Tu vois ici, cette zone de résistance-là que tu avais eu, donc le point haut de ta dernière vague de hausse. Beaucoup plus parlant là. Voilà, là, tu vois, comme sur le S&P, le Dow Jones. Après, on va regarder le Nasdaq, donc le troisième des indices majeurs américains. Et on finira certainement là-dessus avec un petit bonus sur le Nikkei. Et après, voilà, on pourra interrompre cette présentation. Mais j'inviterai vraiment les gens à regarder ce qu'on avait fait ensemble sur les overlaps. Et puis, pourquoi pas venir suivre les prochains webinaires dans lesquels on prendra un peu plus le temps d'approfondir. Tu vois, ici, je suis sur le Nasdaq. De la même manière, exactement comme sur les précédents indices, j'avais cette zone de résistance précédente qui est venue jouer le rôle de support. Donc, on ne peut pas me dire après ça que c'est du marabout, etc. Moi, ça me surprend beaucoup parce que, comme je l'ai dit, je suis très, très cartésien. Mais j'ai arrêté de me poser des questions en me disant pourquoi ça marche. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est que ça marche. D'accord ? Alors, le petit bonus, il est là et on va voir pourquoi c'est un petit bonus. Donc, on a regardé les indices américains. On va maintenant regarder le Nikkei, le fameux indice, ouais, enfin, on va dire le Nasdaq ou le CAC 40 japonais, d'accord, qui est donc le Nikkei. On va voir ici sur le Nikkei, de la même manière, voilà, de façon très précise et de façon encore plus intéressante. Pourquoi plus intéressante ? Parce que sur le Nikkei, ici, tu as ici ta bande de polarité, tu vois, qui a servi de résistance à 2 reprises, contrairement à ce qu'on avait sur les US. Tu vois ici que tu l'as dépassé, d'accord ? Là, tu l'as dépassé, cette zone de résistance. Là, elle fonctionne quasiment comme un aimant, là. Et là, regarde, tu vois cette zone de résistance, combien de fois elle est venue supporter ton marché, là ? Donc, c'est ce qu'on appelle un overlap. Et ça fait partie des niveaux qui sont très forts, d'accord ? Maintenant, pour ceux qui disent, oui, mais alors comment tu gères tes overlaps ? Là, par exemple, on va mettre ici, potentiellement, peut-être qu'on s'en servira jamais, hein, mais on a une zone de résistance ici intéressante, d'accord ? Si le marché, le Nikkei, continue à être haussier, peut-être qu'il va être très bullish et que jamais on reviendra sur ce niveau, ou pas avant des décennies. En revanche, si à un moment, on a une nouvelle correction importante engendrée par je ne sais quoi, un Trump, une situation géopolitique, je sais pas, un tsunami au Japon, bon, qu'importe, on va faire attention à cette zone-là. Et lorsque les cours viendraient éventuellement à corriger, on pourrait faire attention à cette zone en termes de support, comme on l'aurait fait ici, tu vois, à la suite du dépassement qu'on a eu là. Donc, on aurait tracé cette zone. Bon, et tu vois bien qu'à partir d'ici, on se serait dit, bon, peut-être que cette zone, je vais l'oublier parce que je suis arrivé quand même assez haut. Pour autant, non, puisqu'on est quand même revenu dessus à 2 reprises. Alors, voilà, pourquoi donc elle ça, est c'était tracée pour sur ton conclure. graphique ? Oui, pardon ? Pourquoi tu ne l'as pas encore tracé sur ton graphique ? Celui-là ? Je te taquine, ouais. Ah, parce que pour l'instant, j'en suis loin. Mais si à un moment, je regarde mon Nikkei et que je vois qu'il est revenu par là, oui, tu peux être sûr que je vais le tracer et le regarder. Mais je ne le tracerai pas tant que pour l'instant, il ne me semble pas utile. Bon, mais parce que à l'œil nu, moi, je le vois ça. Je n'ai pas besoin ici de tracer ça à l'œil nu pour voir que j'ai une zone de résistance ici sur laquelle on a une question, c'est est-ce que tu places un achat sur cette zone ? Alors, attention, il faut placer un achat sur le rebond sur cette zone. Pas quand on teste la zone. Hein. Quand tu identifies un support, Christophe, toujours acheter sur un rebond sur le support. Pourquoi ? Très simplement parce que le rebond, alors évidemment, je vais te dire, si tu achètes pile sur le support, c'est là que tu vas optimiser ton prix d'entrée. On est tout à fait d'accord. Mais en termes de pourcentage de réussite, tu vas très nettement augmenter ton pourcentage de réussite si tu attends le rebond. Parce que ça va éviter le jour où ton support va craquer. Parce que le jour où il craque, tu vas voir ça. Tu vois, donc si tu as ça et que tu achètes ici au moment où tu arrives sur ton support, tu te fais avoir. Maintenant, rien n'empêchera dans tes cours de faire un rebond ici et de repartir en bas. Là, c'est typiquement ce qu'on appelle le bull trap, c'est-à-dire qu'on avait un signal haussier très fort et finalement, on s'est fait avoir. Mais ne jamais acheter sur un support, toujours attendre que le support soit testé pour se positionner à la hausse. Bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Super, Marc, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Donc, je vous le rappelle, hein, le replay est dispo dès demain sur la chaîne YouTube d'IG pour voir et revoir donc, la séance de ce soir. J'espère que ça vous a plu, qu'on a été assez, je dirais, didactique
et pédagogique. Je sais que Marc, tu es très bavard. Tu m'as pas laissé le temps. Non, c'est pas que je suis bavard, c'est que je suis passionné, donc forcément j'ai envie de parler de tout, mais bon, je Oui, peux pas. ça se. Est-ce que là les gens voient mon adresse mail? Je sais pas si Oui, toi tu l'as. Oui, tout le monde la voit. info@dtexpert.com. Oui, parce que Christophe, si on avait dit que ceux qui avaient suivi le webinaire pour avoir un code promo particulier. Alors, il y a des gens qui sont déjà abonnés chez moi, hein, donc ils savent que de temps en temps on peut avoir des promotions. J'ai un ami là, Franco, qui sait très bien que lorsque nous on a eu des performances qui n'étaient pas très bonnes, on va faire des offres, des gestes commerciaux en fonction. Voilà, là, 2026, ceux qui sont abonnés chez moi pourraient te le dire, est une très bonne année pour l'instant. On a des perfs qui sont plutôt excellents. Donc, ceux qui veulent bénéficier d'une offre promotionnelle pour venir rejoindre notre service peuvent écrire à cette adresse en mettant promo IG pour nous indiquer qu'ils étaient là ce soir et on leur enverra des codes promotionnels qui peuvent aller de 30 à 50% selon la durée de l'abonnement. Voilà. Et puis, donc, comme je vous disais, demain dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je rappelle que la semaine prochaine, on sera également en live mercredi prochain pour le webinaire. Cette fois-ci, ce sera avec Alexandre Baradez, l'analyste maison, l'analyste IG, que vous pouvez retrouver tous les jours dans le Market Live. Et là, on va décortiquer les différentes statistiques économiques qu'on peut retrouver chaque semaine, comme le NFP, comme les CPI, ou encore tant d'autres qu'on a toutes les semaines. Donc, ce sera l'occasion avec Alexandre, donc pendant 1 heure, de décortiquer donc le pourquoi du comment et tout ce qu'on a derrière, donc ces statistiques et comment le marché peut être amené à réagir. Marc, oui. Une fois de plus, merci beaucoup. Et merci à toi, merci à tous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine session, puisque je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, à partager également avec nos auditeurs. Et puis, eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Bon match à ceux qui regardent le foot ce soir, parce qu'il y a Paris qui joue. Marc, je ne sais pas si tu étais au courant. Non, moi, non, pas trop, non. Monaco, Paris, Coupe d'Europe. Voilà, je sais que toi, tu es plus rugby. Hein. Non, tu n'es pas plus rugby. Moi, j'étais très foot quand j'étais jeune. Mais bon, quand j'ai vu ce que ça devenait un peu, je regarde. Alors évidemment, je vais regarder la Coupe du Monde avec tout le monde. Hein. Mais non, les matchs de club, ça ne m'intéresse pas. Le rugby, oui, je trouve ça un peu plus élégant maintenant aujourd'hui. Mais pareil, je regarde que les matchs internationaux. Moi, je dois filer, je dois aller voir le match. Allez, ça marche. Bon, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.